Il y a énormément de choses qui de plus en plus, c'est basé sur l'identité de marque personnelle. C'est-à-dire que, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand j'ai commencé, je vous dis, tout commence avec une histoire, et je vous ai dit mon histoire. La façon dont je me suis présenté, ça vous a créé une connexion avec moi, et normalement, vous m'aimez un petit peu plus maintenant. Ou alors, vous me détestez, mais c'est pas grave. Mais au moins, je ne suis plus un gars d'Adobe. Je suis Adrien qui vient de Nice avec ma diversité, avec ma folie dans ma tête. Et là, on a une connexion plus réelle. Et si vous pensez à quelqu'un d'Adobe, maintenant, vous allez penser à moi plus facilement. Donc ça, c'est un peu l'idée. Je vais vous voir un peu comme potentiellement, soit ils l'ont fait en y pensant, ou alors tout simplement parce que c'est eux. Et voilà, donc on va parler un peu de ça. Donc, on va se présenter, c'est bien. Hop, tac, on va commencer par Néron, Nico. Est-ce que tu peux très brièvement... Qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est Neuron, je suis un artiste pluridisciplinaire. Je fais essentiellement du graphisme et puis de la peinture murale. Voilà, du street art, on va dire. Je viens de Bordeaux et puis j'ai passé 7 ans à Londres et là, j'habite à Marseille maintenant depuis 2 ans. On suit par Déborah. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Déborah, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es là? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Déborah. J'ai créé un studio de communication qui s'appelle Studio DBZ. Donc j'ai commencé en freelance et c'est un peu la continuité de mon activité de freelance. Et je fais essentiellement de la communication visuelle, du graphisme, beaucoup d'illustrations. Je crée des sites internet, je fais de la vidéo en motion design, je fais beaucoup de choses. Et c'est parce que j'ai jamais réussi à choisir que je fais tout et que j'ai créé un studio et du coup ma spécialité c'est un petit peu la créativité, l'illustration et l'accompagnement aussi client. Voilà. D'accord, c'est intéressant parce que ma question d'après c'était les spécialités, mais c'est bien, tu as sauté. J'ai fait une avance. C'est bien, on est libre, Et le dernier, Antonin. Oui, bonjour, né à Marseille, un peu multi-chapeau parce que j'anime autant des fêtes foraines, des projets qui s'appellent Egnarov, foraine à l'envers. Ouais. J'expliquerai peut-être un petit peu. J'enseigne aussi dans une école de jeux vidéo qui s'appelle l'Engmin à Angoulême. En termes de tâches, je fais un peu tout et n'importe quoi. Je peux autant faire du découpe laser, de la programmation, du graphisme, du jeu vidéo de temps en temps, des choses comme ça, du contrôleur alternatif, des choses comme ça. Et après, une deuxième grosse partie de mon activité, c'est tout ce qui est festival de lumière ou de graffiti ou d'événements, parce que j'ai un projet un peu phare qui a pas mal buzzé, qui est une sorte de mur lumineux sur lequel on dessine avec de l'eau. Super. Une sorte d'invention. Donc je dépose aussi des brevets. Voilà. Très intéressant. Moi j'aime bien. Garde le micro, parce que pendant que tu es là, on va continuer, pas de souci. Et on va revenir un peu ce que commençait à le dire Déborah. C'est quoi ta spécialité? Pourquoi commence par nous dire, c'est quoi, quel est, qu'on parle, voilà, Anthony, c'est quoi, spécificité en 2-3 mots, qu'est-ce qui est spécial à propos de toi? Ou ce que tu fais. De pas faire, par exemple, quand on me demande de faire du vidéo mapping, je dis je sais pas faire et je fais un mur de lumière avec des LED et de l'eau. Donc en général, je vais pas trop là où il y a des choses qui existent déjà et qui sont un peu trop faites. En fait, j'aime pas quand c'est un truc qui est déjà surfait. J'aime bien faire un truc que personne n'a vu. Donc c'est un peu ça ma spécialité, c'est de faire des choses qu'on n'a pas encore trop vues. J'adore, très bien. Voilà. Tu veux continuer sur Déborah, tu veux dire un peu plus sur ta spécificité, comment tu t'es doucement mis dans un créneau? Je suis de base dans le créneau. J'ai toujours fait de l'illustration. Après, c'est vraiment parce que j'arrivais pas à choisir. Tout le monde m'a dit de me spécialiser, vraiment tout le monde. Et en fait, je me suis spécialisée en quelque sorte, mais pas forcément dans un secteur d'activité, plutôt dans une compétence et dans ce que je peux proposer en termes de créativité, en termes de relations clients. Ouais. C'est surtout ça, ma spécialité. Voilà, les gens qui font appel à moi, c'est soit parce qu'ils veulent un accompagnement personnalisé, soit parce qu'ils ont une personnalité aussi, soit parce qu'ils veulent quelque chose de plus créatif, quelque chose qui sort un peu du lot. L'illustration, ça plaît de plus en plus, donc on va faire appel à moi beaucoup pour ça. Pour dessiner les typos aussi. Ouais, voilà. intéressant. Donc quand je parle d'illustration, il faut m'arrêter parce que je peux parler à moins que vous Lucas s'arrête, moi je suis très content. Hein. Ouais, c'est vraiment, je pourrais en parler des heures et c'est ma spécialité aussi, j'en parlerai, c'est comme ça que je trouve mes clients. Mais voilà, en gros,
vraiment la créativité, tout ça. Donc, je me suis spécialisée toute seule là-dedans, sans me spécialiser dans un secteur d'activité. J'ai redit spécialité. Mais... C'est bien. Et pour toi, Néron, c'est quoi ta spécialité? Qu'est-ce que tu penses Ma spécialité, moi, c'est la peinture murale déjà. Enfin, j'ai commencé par faire du graffiti, et c'est le graffiti qui m'a amené à faire du graphisme. Après, je préfère être sur le terrain, je préfère être dans la rue en train de peindre plutôt que sur mon ordi, mais le processus c'est généralement de travailler sur l'ordinateur, puis ensuite voilà, je fais les maquettes sur l'ordi, et ensuite je peins sur mur, enfin sur toile. Mais mon processus, généralement, enfin, je laisse très peu de place à l'imprévu, on va dire. Après, c'est ma façon de travailler, mais j'aime bien planifier tout ce que je fais. Enfin. D'accord. Je pourrais rappeler un peu, moi je trouve que c'est très intéressant de voir ton travail aussi en grand, parce que c'est vrai que tu as une spécificité, quoi. C'est assez unique comme graffiti, c'est pas oui, j'aime bien quand tous les jours, les formats sont assez sont larges. Ouais. Avec les couleurs, c'est super ça. Et la question que je voudrais vous poser, et qui veut prendre le micro, prend le micro, c'est pourquoi les clients que vous attirez, vous choisissez vous? Comment vous savez pourquoi les clients vont à vous plus qu'à quelqu'un d'autre? Vas-y, Antonin. En gros, on va dire qu'il y a 10 ans en arrière, j'avais pas vraiment de clients. Ouais. C'est en balançant la vidéo de Waterlight sur Vimeo et en faisant le staff pick Vimeo que tout d'un coup, j'ai eu plein d'agences qui ont commencé à me contacter. Après, oui, je me suis fait un site avec un formulaire de contact. Je me suis dit, on va un peu faciliter la tâche des gens pour qu'ils me trouvent plus facilement. Mais, voilà. Même sans, je pense que même sans le fait que ton style est vraiment unique, et tout à l'heure tu l'as dit, c'est que tu vas toujours où les gens ne vont pas, en fait. Tu as toujours été dans cette... Tu as voulu toujours faire des choses nouvelles, innovantes, et à mon avis, c'est ce qui attire les clients qui disent, attends, si je veux pas quelque chose de fait, Antonin va avoir une solution pour moi, en quelque sorte, quoi. Ouais, en tout cas, dans un certain environnement, on va dire d'événementiel, ce genre de trucs, ils sont toujours, ou les défilés de mode ou tout comme ça, ils veulent toujours un truc qui est pas très courant. Donc d'avoir une espèce d'artiste un peu exubérant, ça plaît bien, on va dire. Ça aide, quoi, complètement. En fin de compte, vous avez tous les trois des univers super précis et qui attirent justement, par votre univers, vous arrivez à attirer, et c'est intéressant de voir comment justement vous avez pris, en quelque sorte, pris ou pas pris conscience de ça, et vous voir, tiens, c'est toujours le même type de client qui vient me voir parce que justement, je reflète ça. Comme je disais tout à l'heure, on fait beaucoup appel à moi pour la créativité, l'illustration, le côté... je mets toujours énormément de couleurs, voilà, je pense que même si je fais beaucoup de styles d'illustration différentes, il y a quand même un style qui ressort. Ouais, j'ai quand même un style de dessin qui est assez défini. On fait beaucoup appel à moi pour de l'accompagnement personnalisé, parce que c'est ce que j'offre aux clients. J'offre pas juste un contenu produit. Je vais aller les rencontrer, je vais passer du temps avec eux, on va discuter de leurs projets. Je fais beaucoup d'analyse stratégique de la concurrence, du marché, de ce qui se fait, ce qui se fait pas. Il y a beaucoup de stratégies, donc les gens font appel à moi aussi par rapport à ça, par rapport au côté stratégique. On ne va pas juste créer un logo, on va aussi faire toute une analyse en amont pour proposer la meilleure réponse la plus adaptée possible et celle qui va durer le plus longtemps. Voilà, en termes de durabilité, c'est important d'en parler parce qu'on a des effets de mode qui s'essoufflent très vite. Et les gens qui veulent payer un certain prix, ils ont besoin d'avoir peut-être une solution qui va durer vraiment le plus longtemps possible pour qu'ils puissent ne pas changer de logo au bout de 3-4 ans, voilà, que ça dure peut-être 5-6 ans, voire des fois plus. Voilà, peut-être avec des petits ajustements. Donc voilà, on fait beaucoup appel à moi pour de la stratégie. Et je pense par rapport au style aussi, et voilà. Et aussi au réseau marseillais. Moi, je suis très implantée à Marseille. Je parle énormément aux gens, j'adore rencontrer des gens, et ça m'apporte beaucoup. Et j'en suis très reconnaissante parce que ça m'apporte beaucoup aussi. Voilà. Génial, merci. La question que je voudrais vous demander, si vous partagez un peu à l'audience, c'est les challenges que vous avez vécus au début de votre activité et les challenges que vous avez encore maintenant. Si vous avez trouvé des solutions pour parer à ces challenges, peut-être que c'est toujours le même challenge. Est-ce que vous pouvez nous partager ça ?
Alors c'est marrant parce que les challenges que j'ai eus, donc ça fait 4 ans que j'ai monté mon propre studio et que j'ai, le freelance et le studio mélangé, donc ça fait 4 ans. Avant j'étais en agence de communication et en fait avant tout ça je faisais un métier complètement différent. J'étais chargée d'affaires bâtiment pendant 5 ans et j'ai fait une réorientation professionnelle. Donc j'ai repris mes études à partir de rien. J'avais déjà un BTS commercial et j'ai repris pratiquement de zéro puisque j'ai négocié 1 an, c'est tout. Donc j'ai repris 4 ans d'études, mais la dernière année c'était de l'alternance. Et quand j'ai commencé, donc quand je travaillais dans le bâtiment, j'avais déjà beaucoup d'enjeux. C'était un poste à responsabilité avec du management, de la gestion d'affaires, etc. Des visites de chantier. C'était un milieu qui était très masculin. Et moi, mon challenge, c'était de me faire respecter dans un milieu un peu d'hommes, un peu bourru, un peu le milieu du bâtiment. Je manageais des équipes qui étaient assez pas conséquentes, mais une dizaine d'ouvriers, une douzaine, des fois plus, des fois moins. Et du coup, moi, mon enjeu, c'était vraiment de me faire respecter et qu'on m'écoute et qu'on me respecte et qu'on respecte mes demandes, etc. C'était un peu ça. Et ça m'a suivi après dans ma carrière de freelance. Donc quand j'ai commencé, c'était ça. Maintenant, c'est fini. C'est fini. J'ai plus maintenant, je fais ce que je fais et c'est comme ça. Et j'ai plus besoin d'avoir... je pense qu'on mûrit aussi avec le temps. Et maintenant, c'est plus l'évolution du studio DBZ. Voilà. C'est plus un gros challenge de faire connaître la société, de grossir, d'embaucher. On est sur quelque chose d'un peu plus ambitieux, un peu plus business, on va dire. D'accord. Voilà. Très intéressant, très très bien. J'ai parlé beaucoup encore. C'est pas grave. Nico, Ron, moi, il faut me poser des questions pour parler, par contre. Il n'y a pas de souci. La question, c'est quand tu as commencé, c'était quoi tes challenges et quels sont les challenges que tu as encore maintenant? Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que tu as trouvé des façons de pallier à ces challenges dans ta petite ouais, des challenges, il y en a des tas. En fait, moi, j'ai travaillé à vente privée à Paris pendant 2-3 ans. Et du coup, c'est pas un milieu qui m'a plu, donc du coup, j'ai voulu être à mon propre compte. Et les challenges, c'est trouver des clients et c'est surtout se trouver c'est ce que tu disais, Déborah, c'est trouver une vraie patte artistique en fait, parce que c'est ce qui fait que les clients vont t'appeler en fait en suivant. Du coup, ça c'est, je sais pas, et puis surtout. Essayer de se surpasser et puis d'être constant dans tout ce qu'on fait en fait. Ça, c'est un gros... Parce que il y a énormément de moments de doute où les clients vont pas nous rappeler, où le projet va être décalé. Là, je suis complètement dedans là en ce moment. Du coup, il faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer à essayer aller démarcher d'autres clients et puis c'est très intéressant de le dire simplement parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que en tant que créatif, même à tout niveau, il y a toujours ces moments de doute, toujours d'avoir la motivation de se pousser, de se renouveler et puis de savoir dans quelle direction aller. C'est intéressant d'ouvrir ce sujet. Merci. Le doute, il est constant. Enfin, je veux dire, ça dépend des périodes, mais c'est assez. Faut être sûr. Enfin, faut être assez sûr de soi et rien lâcher. Moi, c'est peut-être presque un conseil qui pourrait paraître pour un conseil de fainéant. Il n'y a pas de conseil de fainéant. Comment obtenir le maximum d'effets avec le moins d'efforts. Mais des fois, c'est pas mal de travail. Et aussi, à une époque, c'est avec le moins de pognon possible. Mais ça allait presque avec, en fait. Donc, c'était ton premier challenge. Premier challenge, tu dis, il faut que j'arrive à faire le maximum avec le minimum. C'est bien ça. Mais ça l'est encore assez souvent même. J'aime bien ça. Super. Maintenant, on va parler quelque chose qui nous concerne tous. C'est les réseaux sociaux. Et je voudrais savoir un peu dans vous, comment l'impact des réseaux sociaux a été par rapport à votre activité, mais aussi bien votre secteur. Est-ce que c'est positif, négatif, comment on le ressentez? Est-ce que vous voulez l'utiliser? Voilà. Je suis très mauvais en réseaux sociaux. Mais ça n'empêche pas que j'ai déjà chopé un client sur Facebook en échangeant 2 secondes comme ça, un autre sur Instagram. Donc je suis un peu multi-réseau, j'ai pas un réseau précis que j'apprécie plus qu'un autre. J'ai tendance à en abandonner un parfois pendant 2 mois pour un autre.
Donc c'est assez multiple. Je serais assez de mauvais conseils par rapport à ça parce que mon Instagram, c'est un bordel de trucs qui se ressemblent pas les uns et les autres. Alors que je vois que tous les bons graphistes ont une espèce de charte graphique dans leur Instagram ou les graffeurs, etc. Donc, est-ce que tu vois dans ton secteur d'activité, donc dans l'expérimental et tout, ça a dû arriver dans les dernières années. Est-ce que ça a changé quelque chose, ou est-ce que c'est bon, c'est là et puis voilà. Moi, on va dire que quand j'ai un événement et que je poste un peu régulièrement pendant l'événement, il y a un petit effet boule de neige. Ouais. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai pas mal de gens qui me contactent à ce moment-là parce que ça pop un peu sur les réseaux et du coup, même un projet qui est un peu ancien, parce que Waterlight a quand même 12 ans maintenant, d'un coup, les gens me recontactent parce que certainement qu'aujourd'hui, Instagram, c'est le Pinterest des agences, etc. Donc, voilà. Okay, cool. Je suis actif sur le moment. Après, je peux être en hibernation pendant 2-3 mois. Je ne juge pas. Pour toi, Néron, quelle était la question, pardon? C'était sur les réseaux sociaux. Depuis l'avènement un peu des réseaux sociaux, comment ça a affecté non seulement toi en tant qu'artiste, entrepreneur, mais aussi le secteur dans lequel tu travailles? En étant dans la peinture, dans le graphisme, c'est absolument obligatoire d'avoir au moins Instagram. Je ne sais pas comment tu peux faire autrement. Et comment dire, généralement un client sérieux, je veux dire tous les plus gros clients que j'ai eus, ils me contactent jamais par les réseaux sociaux. C'est généralement un mail. J'ai pas eu encore j'en ai eu des projets sérieux, mais généralement quand c'est une marque ou on va dire une grosse compagnie, c'est généralement ils te contactent par. La question n'est pas uniquement sur les clients qui vous contactent, mais vraiment, c'est vrai qu'il y a 15 ans de ça, on va dire à peu près, on n'avait pas forcément cette présence. Et tu soulignes une question, c'est intéressant. Mes clients me contactent pas via les réseaux sociaux. Est-ce que je vais venir sur les réseaux sociaux? Peut-être qu'ils voient mon travail, très certainement mon travail en vitrine sur Instagram, mais ils ne vont pas faire la démarche de me contacter par ce média. Ouais, voilà. Okay. C'est surtout ça. Après, mais la plupart des clients, je pense, te repèrent sur Instagram. J'essaie de mettre à jour mon site internet, mais c'est secondaire en fait. C'est dur, quoi. Ouais, on va plus facilement, parce que déjà c'est plus simple, mais on va plus facilement mettre à jour Instagram que son site internet. Ouais. Ok. Cool. Et pour toi, Déborah? Pour moi, c'est le multimédia qui est hyper important. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, le site internet, tout est connecté. Ouais. Et c'est important d'être un peu partout et d'avoir une régularité et une constance. Je ne suis pas exemplaire sur mes réseaux sociaux, je ne publie pas non plus régulièrement, mais je sais que je m'impose une rigueur de qualité de rendu. J'essaie de faire un peu des vidéos, j'essaie de beaucoup communiquer sur les projets que je produis. J'ai parfois beaucoup de retard, mais je le fais quand même, et c'est ce qui me rapporte quand même beaucoup de clients. C'est vraiment le multicanal, parce que souvent on va me trouver sur les réseaux, on va voir quelque chose, on va aller sur mon site internet, on va me contacter par mon site internet, ou alors un truc sur LinkedIn. Et voilà, LinkedIn, je ne l'utilise pas encore, mais je sais que j'ai des amis qui l'utilisent à fond et ça leur a, en termes de chiffre d'affaires, vous n'avez même pas idée de comment c'est porteur. Donc ça, c'est pour la suite pour moi, c'est en projet. Mais en tout cas, Instagram, c'est un peu un portfolio. Moi, je m'en sers beaucoup comme ça. Ça m'a imposé un peu une rigueur dans la création de mon contenu, puisque on va créer des mock-ups, on va créer des vidéos, on va créer du contenu, et c'est ce que les gens voient en premier, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on monte son travail, et voilà, c'est un peu comme un portfolio en ligne pour ma part. Voilà. D'accord. C'est bon, ça va. C'est d'avoir une vision, c'est assez intéressant, quoi. Maintenant, les deux questions sont un peu liées. La première est un peu plus fun. T'écoutes, hein? T'écoutes bien? C'est bon? C'est bon? Voilà, direct. Alors, la question fun, c'est digital ou physique? C'est-à-dire, quand vous vous approchez potentiellement des futurs clients, ou pas des clients, ou tout simplement du network, vous êtes plutôt en physique ou en digital? Et ça va sur la deuxième question, c'est est-ce que vous avez une recette miracle, magique, pour attirer des clients? Tu préfères
plus souvent, tu vas faire du réseau, aller face à face pour pouvoir trouver des nouveaux prospects ou Oui, plutôt je suis sur plus le à l'aise réseau? physiquement, en voyant les gens, mais après, vu que j'ai un background où j'ai passé 7 ans à Londres, j'ai gardé pas mal de clientèle british, et du coup, je fais pas mal de Zoom call, en fait, ouais. Et, mais si j'ai l'occasion de rencontrer les gens, on faisait pas mal de sites visites, donc du coup tu vas dans les bureaux, tu regardes, vu que je fais surtout de la peinture, on peut t'envoyer les photos en fait si tu veux, mais tu es content d'aller voir le lieu et de rencontrer les gens. Moi je suis beaucoup plus à l'aise en voyant les gens, plutôt que... Et pour toi Antonin, physique ou digital et la recette magique? Bon, alors déjà, je fais que du numérique. La fameuse bataille entre digital et numérique. Je fais quasiment pas de physique parce que j'ai pas de clientèle à Marseille en fait. Donc toute ma clientèle est d'ailleurs et à l'étranger. Donc c'est quasiment que à distance. Et la recette magique. Ouais, c'était une recette, peut-être pas, hein. J'aime bien poser cette question. Il y en a certains qui ont vraiment des façons de faire où c'est intéressant, ça varie et ça peut être toujours Je me suis rendu compte que des fois d'être un peu irrévérencieux, c'est pas si mal. Explique-nous. J'ai une fois bossé pour le Pitchfork Festival, et c'était Ray-Ban, mais c'était une agence qui me prenait, je passais par une agence pour bosser au final pour Ray-Ban, et ils n'avaient pas mis mon nom sur la salle. Enfin, moi, je me considère comme artiste, donc je veux qu'il y ait mon nom, etc. Et l'agence était très gênée d'imposer à Ray-Ban la présence du nom de l'artiste, etc. Et moi, je dis non, vous n'avez pas compris. Ray-Ban, ils ont tout intérêt justement à dire qu'ils exposent l'artiste. Donc j'ai contacté directement. À un moment, dans un des échanges, il y avait le mec la personne de Ray-Ban, donc j'ai dit directement à Ray-Ban. J'ai bypassé l'agence. Et en fait, ils ont vachement apprécié ça. Donc je sais pas, j'ai l'impression que des fois d'être un peu irrévérent, un peu punk, c'est pas si mal. Très bien. Ça, c'est une très bonne recette magique. Soyez punk. J'aime. Et pour toi, Déborah? Je suis d'accord avec lui, il faut oser. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer et de se prendre des gifles. Ça, c'est le conseil numéro 1, mais j'en ai plein d'autres, mais on pourra en reparler. Prenez des gifles. Non, c'est bien, ça marche. Ça marche très bien. C'était quoi le début de la question? Non, c'était physique ou digital. Physique ou digital. Alors, moi, c'est beaucoup les deux. J'adore rencontrer les gens. Limite, quand on ne me le demande pas, je l'impose, mais les gens adorent ça aussi. En fait, le contact avec les gens, je trouve que c'est hyper important et c'est ce qui rassure énormément. Et les gens, quand ils vont consulter une agence de communication ou quelqu'un pour refaire leur logo, ils ont plein de choix, ils ont plein de prix différents et en fait, ils ont besoin d'être rassurés, qu'on les rassure sur le fait qu'on va être quelqu'un de confiance pour produire quelque chose qui va leur plaire en fait. Et du coup, voilà, c'est là que j'interviens. Moi, je suis très à l'aise avec les gens quand je les rencontre en vrai. Donc, généralement, ça se passe bien. Et je dis souvent à mes amis que quand je rencontre les gens, une fois que j'ai décroché le rendez-vous client, c'est 80% de réussite pour moi. Parce que je suis allée jusqu'au rendez-vous. Après, je travaille beaucoup à distance aussi. Mais je fais des visios du coup. Et les visios, c'est un peu pareil. Hein. Voilà, on évite de se déplacer, mais on arrive quand même à transmettre une énergie, à transmettre un sourire, une sympathie. Voilà. Et un autre conseil que j'ai à donner en recette magique, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que l'ambition, c'est déjà une clé très importante. D'être ambitieux, de oser y aller, de se lancer, de ne pas avoir peur. Mais surtout, et ça c'est un prof qui me l'a dit quand j'étais à l'école, et je continuerai de le dire à tous les jeunes, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, donc vraiment pensez-y de toujours rester quelqu'un de bien. Voilà. C'est bien ça. Je pense que c'est important d'être toujours quelqu'un de bien, d'être sincère et ça rassure en fait d'être soi-même et d'être sincère. Voilà. J'aime bien. Soyez quelqu'un de bien, c'est parfait. Si je peux ajouter à ces super conseils, c'est soyez présent. Soyez présent. Parce que les clients, ils sont là, mais ils ne savent pas que vous existez. Donc soyez présent, soyez présent. La fidélisation super client. Moi, chaque année, je fais mes cartes de vœux. Oui, c'est bien. C'est hyper important. Hein. C'est un truc con, ça me coûte un certain budget parce que je mets le budget là-dessus. Mais je le fais une fois par an. Et en fait, ça relance systématiquement la fidélisation client. Il y a des stratégies d'ailleurs d'emailing qui sont très efficaces. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est de la fidélisation. Très très bien.
Dernière question avant vos questions, si vous en avez, bien sûr. Là, on va dans l'entrepreneuriat. Si vous en avez, est-ce que vous avez un conseil d'entrepreneur après ces années de travail en tant qu'entrepreneur? Si vous avez un conseil pour la nouvelle génération ou pour ceux qui sont déjà, vous dire tiens, ça marche bien, ou ce que j'aurais fait différemment, ou quoi que ce soit. Si vous en avez, bien sûr. Moi, je dis ce que tu viens de dire, être ambitieux en fait, voir les choses en grand et prendre des tartes et pas avoir peur qu'on ferme les portes. C'est très important de voir très gros en fait. Si je veux peindre un mur de 300 mètres carrés, il faut que j'imagine que le mur va faire 600 mètres carrés parce qu'il faut toujours multiplier l'ambition, le budget, tout. Faut que ça soit. Je pense qu'il faut voir les choses en grand, très grand. Ouais. Je pense Amen que ça serait ça. Amen. J'aime beaucoup ça. Après le fainéant, le punk, il faut être un petit peu obsédé, je dirais. Mais je pense que ce soit artiste, entrepreneur, créateur de boîte, peut être un peu obsédé et l'ambition, c'est assez lié, quoi. Je veux le faire. Pour toi, Déborah, tu veux finir? Moi, j'ai trop de choses à dire, c'est trop court. Non, franchement, l'ambition, pour moi, ça m'a beaucoup aidée, mais ça suffit pas. Je suis désolée. Je me suis cassé beaucoup de fois la gueule. Je pense que dans un premier temps, il faut réussir à mettre de la distance avec son travail. Parce que quand on fait du créatif, on supporte mal la critique au début. Et on a tendance à prendre les choses personnellement. Et ça, c'est ma meilleure expérience. Ça a été en agence de communication quand je m'en suis pris plein la gueule sur ce que je faisais. Parce que, en fait, ça désensibilise. Et je pense que c'est important, même pour le client. Parce que le client, il a besoin d'émettre une critique et il a besoin que cette critique elle soit constructive pour développer quelque chose de cohérent. Après, que la réponse soit adaptée à ce qu'il a envie. C'est lui qui décide, en fait. Il faut qu'il soit content. Donc, un autre conseil aussi, c'est que le client est roi. On n'est pas que des artistes. Il faut se poser les bonnes questions. Il ne faut pas hésiter à faire des choses comme on est en train de faire, c'est-à-dire aller voir des conférences de gens qui ont réussi, qui ont fait les erreurs, qui peuvent nous expliquer les erreurs qu'ils ont fait pour que nous, on puisse les éviter. Parce qu'on en fait énormément, mais il faut vraiment écouter l'expérience des gens, se servir. Voilà, moi, j'ai acheté beaucoup de bouquins, j'ai vu plein de vidéos, j'ai parlé à plein de gens qui ont réussi. Et en fait, après, vous faites votre mix de votre petite recette miracle qui fonctionne. Il y a des méthodes qui sont efficaces et il faut s'en servir. Voilà. Parfait, merci. Merci beaucoup à vous trois. Est-ce qu'il y a des questions? Vas-y. Vous avez des questions? Non? Bon, vous pouvez toujours... Moi, j'ai une question qui va s'adresser plus à Déborah. Ouais. C'est, vous disiez que le client est roi, mais en même temps que vous faites du conseil. Et c'est vrai que des fois, le client, il veut des choses qui sont complètement, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Comment est-ce que vous gérez ça? Il faut pas trop l'écouter. Non, c'est pas vrai. Il faut l'écouter, mais en fait, avec l'expérience, tu acquiers une certaine confiance en toi, en ton travail, en ta vision. Je suis beaucoup mon instinct aussi, ça va sembler un peu farfelu, mais les clients, ils veulent beaucoup de choses. Ils veulent tout pour pas très cher. Donc en fait, quand on définit un budget, on va lui dire, en fait, on va recadrer. C'est juste du cadrage, c'est dans la prise de brief, dans le départ. Moi, je commence jamais à créer si j'ai pas un peu capté le truc. Et après, j'utilise une méthode, c'est une méthode qu'on vous apprend à l'école, que vous la négligez à l'école. Et vraiment, combien de profs m'ont dit ça, ça c'est important et tout. Moi, je m'en foutais, je voulais créer dès le départ. Après, je suis revenue sur la méthode qu'on m'a appris à l'école. C'était de créer des moodboards, de faire des planches tendances, des planches visuelles. Et en fait, moi, je dirige beaucoup les clients comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. Il n'est jamais surpris parce que il y a toute une étape en amont pour le diriger vers ce que lui pense qu'il veut. Mais en fait, c'est ce que vous
c'est là où vous voulez Ouais. aller. Parce qu'en fait, vous allez montrer une idée, vous allez la défendre, vous allez lui expliquer que c'est celle-ci qui marche le mieux et que vous pensez que c'est celle-là qui va marcher. Et généralement, il sélectionne toujours celle que vous voulez. Et moi, je fonctionne comme ça. Je me suis jamais trompée. Ils sont jamais déçus. Mais parce que la méthode, elle est bien ficelée en amont et elle est assez précise. Et généralement, on les dirige très facilement parce que c'est ce qu'ils veulent en fait. Ils veulent quelqu'un qui leur apporte les solutions. Ils ont toujours l'idée de base, mais quand on leur montre ce qui fonctionne, ce qui existe, que ça c'est mieux, c'est joli, ils voient que c'est beau, ça leur plaît, ils vont aller là-dessus, quoi. Alors, c'est une très bonne réponse. Et pour un point précis que tu disais, quand le client a des idées qui vont dans différentes directions, avec l'expérience, comme tu le disais, toi, tu apprends à voir plus haut que le client et tu vois qu'en fait, ces directions, elles sont liées par quelque chose d'autre que le client n'est pas capable de voir. Et là, c'est ton travail, comme tu le disais, de le faire comprendre au client comme si c'était lui qui avait apporté l'idée, comme si « Ah, mais oui, j'ai compris, en fait, je veux ça ». Mais c'est toi qui as dirigé vers ça et qui a pu voir la cohérence de sa non-cohérence. Et en fait, ils participent au processus de création. Donc là, c'est très participatif et il ne faut jamais faire plus de 3 pistes. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'en voir une tonne, en fait. Ils sont perdus, après. C'est hyper dur. C'est ça. Mais en fait, quand on a défini la piste en amont, bah, il n'y a pas de surprise. Tu fais 3 pistes. Après, peut-être qu'il faut la modifier légèrement. Mais le mec, s'il a un coup de cœur, il n'y a pas très peu de modifications. Voilà. Après, les grosses agences, c'est différent. C'est différent. Non, mais je suis d'accord avec toi. Même des grosses agences, il y a un procédé qu'il faut suivre. Et ça, surtout quand vous êtes des petites agences, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre 2-3 jours pour un truc connerie. Donc, il faut être serré dès le début. Comme ça, c'est profitable et vous avancez. Je vais donner un dernier conseil, parce que c'est un conseil que j'ai donné à Lucille il y a pas très longtemps et qui sert énormément. Et ça va vous servir toute votre vie. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est-à-dire que quand vous créez et que vous êtes là et que vous demandez à tous vos amis, tous vos potes, toutes les personnes dans votre milieu, qu'est-ce que tu penses entre ça et ça, qu'est-ce que tu préfères ça, est-ce que ça c'est plus comme ci, comme ça, lequel tu préfères entre les deux, quand vous êtes dans ce truc, c'est que c'est pas bon, c'est que vous n'avez pas fini le travail et du coup qu'il faut aller plus loin et c'est quand vous êtes sûr de vous, de la piste, quand vous avez dit ah bah ça y est, je l'ai, c'est fini, et ben le client il va l'adorer. Ouais. Hell yeah ou hell no. Faut aller au bout. Soit c'est parfait et tu utilises. Si c'est pas assez, tu le fais pas. Tu le montes pas. Ça va te revenir dans ta gueule. C'est ça. Une autre question? Merci. Sinon c'est pas grave. Là, c'est plus une question entre les trois, du coup, mais qu'est-ce qui vous a poussé à suivre ce chemin-là, ces métiers? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier quand vous étiez petit ou quoi, ou juste par hasard, quoi? Moi, c'est le burn-out. Burn-out dans mon ancien milieu, dans mon ancien métier. On prendra le temps d'en discuter après, mais ouais, burn-out. Et pour toi, Néron et Antonin, donc qu'est-ce qui vous a poussé vers cette direction? Moi, c'était une évidence. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose qui me plaisait dans la vie. Et j'ai tenté l'expérience de travailler dans une agence de graphisme, comme je vous disais, avant de privé à Paris. Et ça m'a pas plu. Et au moins, j'ai essayé. J'ai pas aimé l'expérience et je savais. Puis dès le début, comme je disais, je viens du graffiti et tout ça, moi, ça m'a. Quand j'ai découvert ce milieu, moi, ça m'a traumatisé. Je me suis dit, je veux faire ça de ma vie, que ça soit de la création. Pas forcément peindre des murs toute ma vie, mais au moins, créer, en fait. C'était, voilà. Et j'avais 11 ans, je crois. Voilà. C'est beau ça. Alors, j'avais 8 ans. C'est la bataille, quoi. Moi, j'avais 3 ans. Non, je sais plus quel âge j'avais, mais j'accompagnais mon frère en cours du soir, en cours de soutien. Et c'était l'époque où, dans les années 90, on apprenait le code informatique à l'école primaire. Et je vois mon frère qui commence à coder un truc avec une tortue, et que la tortue, elle fait des effets graphiques. J'étais là, waouh, c'est génial ça. Puis le temps passe, je fais plutôt de la peinture de figurines pour jeux de rôle, des trucs un peu tout et n'importe quoi. Et je sors du bac et je me dis, tiens, je vais aller en IUT informatique et je vais faire du code créatif. Et ben, c'était pas du tout ça en IUT informatique. On m'apprenait à compter des bases de données, des trucs comme ça. J'ai fait un burn-out de
code en 1 mois et demi. J'ai dit c'est pas pour moi. Et j'ai atterri en fac d'art plastique et j'ai dit ok, ça non plus c'est pas pour moi. Non, j'avais fait maths informatique appliquée aux sciences aussi juste avant, mais c'était pas pour moi non plus. Et j'ai atterri dans une école d'art un peu chelou en fait, où on faisait de la robotique, de la sérigraphie, plein de trucs différents. Et c'est un peu ce que je cherchais en fait. Je cherchais à faire plein de trucs différents dans un milieu créatif. Super. Donc j'ai eu de la chance, quand même. Génial. Ce qui est bien, c'est que j'ai tout fait en 1 an. J'ai fait l'IUT, la maths informatique et art plat en 1 an. Maintenant, on peut plus faire ça apparemment avec Parcoursup. Super. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer à leur poser des questions après. Merci.